Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous. On est en direct, c'est 9h50 le matin qui commence. On est en direct à la télé et sur les réseaux sociaux. On compte sur vous pour intervenir, faire de cette émission une grande émission collective où vous intervenez, vous posez des questions, vous réagissez, vous donnez votre humeur et on passe une petite heure ensemble. Dans un instant, on va parler des aftes. Vous savez, ces petites choses qui nous font mal dans la bouche, souvent après avoir mangé des choses, des ananas par exemple, ou des noix ou des choses comme ça. Vous allez voir qu'il y a un moyen de le régler avec en alcalanisant ou en alcanisant la bouche. Bon, on verra ça tout à l'heure avec Céline Vaconce. Ensuite, on ira se promener dans le ciel pour prendre de la hauteur et aller à la rencontre d'un photographe aérien qui est basé à Arras. Il s'appelle Philippe Fruitier. C'est notre rubrique de la ruralité heureuse. Et puis on terminera avec la génération tablette. Comment la tablette s'est invitée au sein même de l'enseignement. Et on va voir avec un exemple à Laon, au lycée Paul Claudel, que la tablette a une part entière dans l'éducation. Voilà pour la partie ici en plateau, direction l'extérieur maintenant, avec notre Gontran national. Regardez, sous ce ciel bleu, autour de lui, il n'y a pas de tournesol, mais il y a un moulin. Et ce moulin, il fonctionne. Bonjour Gontran. Bonjour Thibaut. Alors il fonctionne. Oui et non. Aujourd'hui, enfin il fonctionne, mais je vous cache pas, on a un peu triché. Le guide a un petit peu poussé les pales parce qu'aujourd'hui il fait très très beau ici en Flandre française. On est du côté de Steenvoorde, on est à Terre de Gem et aujourd'hui il n'y a pas de vent. Alors c'est vrai que pour un moulin à vent c'est un peu embêtant, mais on voulait absolument l'image de ces pales qui tournaient. Alors on a donné un petit coup. En tout cas ça ne nous empêchera pas de vous expliquer comment ça fonctionne et tout ce qu'on peut y découvrir dans ce moulin. On va commencer le début de l'émission, on sera tout en haut et puis on va descendre petit à petit et on va vous expliquer comment au 19e, au 18e, au 19e et encore jusqu'en 1985 ici même, à Terre de Gem, dans le Nord, on fabriquait de la farine. Voilà, une belle émission en perspective. À tout de suite. À tout de suite, en direct. Gontran, merci beaucoup. Justement, ciel bleu, pas de vent, mais un petit peu. On enchaîne sur la météo de ce mardi après-midi. Juste pour vous dire que ce matin, c'est plutôt pas mal. Cet après-midi, c'est un peu plus compliqué. C'est un dégradé nuageux du nord au sud cet après-midi. On ira vers un petit peu de soleil quand même, avec une masse nuageuse et humide, avec quelques gouttes possibles ici et là. Et cette masse nuageuse qui remonte à partir de la mi-journée. Du coup, les plus chanceux verront peut-être le soleil jusqu'en fin d'après-midi. En revanche, le vent, lui, de sud-sud-ouest, faible à modéré, va se renforcer la nuit prochaine. Et du coup, les températures, j'en profite pour pas changer celle-là. Elle reste douce entre 9 et 11 degrés. Voilà, une météo plutôt agréable en ce mardi après-midi. Anne-Sophie est avec nous. Love, 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 love. C'est ce qui est marqué, hein? Enfin, je crois. Love, love, love. Oui, c'est ce qui est marqué. Love, 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 love. Voilà. Ou après, ça peut être l'eau. Là, pour pas faire yo. Elle est partie. Bon, oui, moi, je suis partie. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà ce que c'est. Hein. Comme pour venir à l'émission, je dois me lever tôt le matin. Ça fait des heures que je suis réveillée. Et donc, je suis en pleine forme. Voilà. En pleine forme pour passer les photos. Votre plus grand désespoir, je sais. Et pas du tout. Pour passer les photos, réagir, recueillir vos commentaires et tout ça. Et tout ça, vos photos qui sont arrivées sur notre boîte mail à 9h50 hdf@francetv.fr. Et la première photo, les deux premières photos, sont signées Julien qui nous transmet sa passion des animaux qui nous entourent. Voici mademoiselle la chevrette, la petite femelle du chevreuil. Et un peu plus loin, monsieur le lièvre avec ses grandes oreilles. On voit pas les grandes papates, mais le lièvre a des grandes papates, tout le monde le sait. On continue avec Bernadette, à qui je fais un petit coucou parce que le hasard de la vie fait que je l'ai croisée hier soir. Elle habite du côté de Prémec et elle est ravie parce que le ciel bleu est présent ce matin, Thibaut. Vous imaginez bien que ça aussi, ça rajoute à ma bonne humeur. Une très jolie photo, regardez, Cécile, qu'on connaît bien à 9h50 le matin, qui nous a envoyé ce cliché de petite perle d'eau sur une petite branche d'herbe. C'est beau, hein? C'est très joli, c'est très artistique. On continue avec Sophie qui nous avait oublié hier et qui nous a envoyé son vue des toits de Lille avec l'église du Sacré-Cœur et on voit qu'il y a un joli ciel bleu actuellement sur Lille. Jessica nous attend à l'expo Génération Science-Fiction qui a lieu à Saint-Quentin jusqu'au 18 mars. On peut y aller, c'est très sympa cette petite expo à découvrir. Et enfin, je termine avec Simone qui nous dit « Le soleil s'annonce sur Brebière », c'est dans le Pas-de-Calais.
régaler. Donc voilà, le soleil est là ce matin et il est évidemment comme chaque matin dans 9h50. Grâce à vous, Thibaut, mais aussi à Gontran qui se bat contre des moulins à vent aujourd'hui. Exactement, c'est notre, on va refaire Don Quichotte avec lui ce matin. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci d'être avec nous en direct sur Facebook. Bonjour Marie, bonjour Stéphane, bonjour Élise, bonjour David encore une fois, Louloulous et Stéphane aussi qui nous dit qu'à Doulan il fait beau. Bonjour Gérald, bonjour Steve et bonjour Florentin. Florentin qui a une question qu'on va poser tout de suite à Gontran. À tout de suite Anne-Sophie, merci beaucoup. Direction l'extérieur, on va retrouver justement Gontran qui se trouve à Terre des Games. C'est la question de Florentin. Allez Gontran, c'est parti pour cette première partie en direct avec un message pour vous sur Facebook. Je suis incapable de dire le nom et le prénom parce que c'est Ilisi Pacalbo Msovo. Bravo à Gontran pour son pull assorti au moulin. Bravo Gontran. Presque assorti au moulin, c'est vrai, dans les couleurs. Bonjour à tous, bonjour à ce gentil internaute qui a envoyé le message. Nous sommes donc à Terre des Games, vous le disiez Thibaut il y a un instant. Nous sommes dans le Steenmolen. Steenmolen en flamand, ça veut dire le moulin en pierre. Bonjour Jeff, bonjour Joseph Marquet, parce que votre nom c'est Joseph, mais on vous appelle communément Jeff. Alors allez, on va faire comme tout le monde, vous appelez Jeff. Oui. J'ai envie de vous dire Gondar. Bon, on va faire l'émission en français, mais je fais la blague parce qu'on est en Flandre intérieure ici. Okay. On parle flamand. Vous-même, vous êtes né, vous parliez flamand toute votre jeunesse. Hein. Oui, ma langue maternelle, c'était le flamand. Et j'ai appris le français à l'école. Et vous avez donc appris le français à l'école, mais vos premières années, votre vie, elle s'est faite ici même, on en reparlera, car vous êtes né à quelques mètres au pied du moulin. Au pied du moulin, parce qu'ici, c'est votre papa qui faisait de la farine pendant des années. Hein. Oui, il est arrivé ici en 1938. Hein. Mon papa était 4e génération de meunier, issu d'un moulin belgique, à 30 km d'ici, avec le cheval. Il est arrivé avec le cheval et le chariot en 38. Alors, comment ça marche un moulin? J'ai envie de vous demander. On commence par quoi? Là, on a vu les pales qui tournaient. Il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Allez, venez. La première chose, c'est qu'il faut... Emmenez-nous. Il faut du vent. La première chose... On ne l'a pas aujourd'hui. Comment on fait? Oui, si, il y en a un peu, suffisamment pour qu'il tourne à vide. Alors, vous avez le gros arbre, l'arbre moteur qui va transformer avec la roue le rouet, qui va transformer le mouvement du vent horizontal en mouvement vertical par la lanterne. Dans tous les moulins, c'est comme ça, vous avez le rouet et la lanterne qui vont transmettre le mouvement vers le bas pour entraîner les meules. Alors Jeff, il est malin, il accueille souvent des scolaires et c'est un peu un MacGyver. Pour faire bien comprendre ce mouvement aux enfants, il s'est amusé avec un petit vélo. Donc la pédale, c'est les pales du moulin. Et donc l'arbre qui est à ma gauche, c'est le... voilà. Et ça fait tourner la petite meule. Fait tourner la meule. La meule, on va la voir dans quelques instants. Ce moulin, vous l'avez récupéré, vous, en l'an 2000, c'est ça? Oui. Vous avez déjà fait beaucoup de travaux, hein. On voit le toit. Ah oui, il était en état, mais allez, mon père l'a toujours plus ou moins entretenu. Et moi, j'ai refait aussi le toit à l'époque, et en 97, on a refait le toit en 97, et bon, puis je l'ai mis un peu de nouveau vraiment en état pour qu'il puisse faire de la farine. Parce que mon père faisait plus de farine. Hein. D'accord. Donc j'ai refait de la farine en 2000, 2001. Un peu. Hein, et la farine, on va en voir dans cette émission, ne vous inquiétez pas, on va en voir. On va essayer d'en faire, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Juste, j'adore vos maquettes, Jeff, je suis fan. Donc, celle-ci, elle sert à quoi? Ça, c'est le système de freinage. Là, actuellement, vous voyez, si vous avez une cage d'écureuil et vous avez une poutre. Donc là, hop, c'est en haut, ça tourne. Et on va lâcher la poutre. Alors attendez, que les téléspectateurs comprennent bien. Cette croix, ce sont les pales du moulin. Oui, c'est les ailes du moulin. Donc ça fait tourner. Hop, et quand on veut l'arrêter, regardez ici, grâce à la cage d'écureuil, la poutre descend et ça fait le serrage. Et là, tac, ça ne bouge plus. Hein, et puis la nuit, et la nuit, si jamais le vent il vient à l'envers, il pourrait tourner à l'envers, on met la béquille, qu'on appelle le chien. Bon, et ça, on descend? Si vous voulez bien, oui. Oh là, on va éviter de se prendre les pieds dans le bâton. Oui. Alors, on va descendre. Pendant notre descente d'escalier un petit peu acrobatique, je vous ne le cache pas, on va regarder quelques images d'un autre moulin parce que ici à Terre des Games, Jeff, vous n'allez pas me contredire, il y a d'autres moulins, il y en a 4. Hein. Oui, il y a 4 qu'on voit en image. On peut voir 4 moulins d'ici. Alors celui qu'on voit à l'instant à l'image, c'est le moulin de la Rome. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce moulin? Oui, il a été construit, ce moulin est disparu vers 1927, pardon. 1927. Et il a été reconstruit, à peu près la date, dans les années un petit 80.
et entièrement sur l'endroit où il était avant. Alors les téléspectateurs ont vu, ce moulin qu'on a vu à l'image est en bois comme la plupart des moulins de... Ils sont tous en bois sauf celui-ci. Sauf celui-là. En cœur de Flandre, dans notre Flandre. Oui. Voilà, parce que le vôtre, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Steenmolen, je l'ai dit en début d'émission, ça veut dire le moulin en pierre. Steen, c'est comme le stone anglais ou Stein en allemand. Stone, oui. Ça veut dire pierre en flamand. Alors on va conclure ce plateau avec cette partie qu'on vous en reparlera un petit peu mieux plus tard. On a vu en haut l'arbre tourner, ça fait tourner cet axe. Et en dessous, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous Ici, rapidement. en dessous, on va faire tourner la meule, mais comme il y a beaucoup de vent, je ne peux pas vous la faire tourner. Et en même temps, vous voyez, ce fameux tic-tac du moulin, ça va libérer du grain, vous voyez. Et voilà, et c'est sur ces belles images qu'on vous rend l'antenne, Thibaut. Et puis on se retrouve dans quelques minutes, on poursuit l'explication de la fabrication de farine à l'ancienne. Gautran et pas mal de réactions déjà sur Facebook, avec d'abord Sylviane qui nous passe le coucou. Salut Sylviane, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Carole dit merci de nous faire découvrir ces choses que nous ne pouvons aller voir. Carole de Roubaix, j'adore vos émissions, ça c'est sympa. Et puis David nous demande l'adresse mail pour envoyer des photos. David, c'est tout simple, c'est 9h50hdf@francetv.fr. Et Steve nous dit que du côté de Nao, il y a aussi un joli moulin, ainsi que Rose qui dit que ce sapin est moulin. Non, ce moulin est sympa. Voilà, merci beaucoup Rose pour votre message. Soyez les bienvenus, on est en direct ici aussi sur ce plateau. Dans un instant, on va parler des aftes qui nous font mal à la bouche avec Céline et son invité. Ensuite, on prendra de la hauteur avec la photographie aérienne, ça se passe près d'Arras. Et puis on terminera avec la génération tablette, c'est un dispositif pédagogique qui permet d'intégrer la tablette en continu dans les cours. Ça se passe au lycée Paul Claudel à Laon, à retrouver en fin d'émission. Bonjour Céline. Bonjour Thibaut. Bonjour Gladys. Bonjour. Merci d'être là toutes les deux. Gladys, vous êtes ORL, vous accompagnez Céline. On va parler ce matin des aftes. Aftes, je pensais que c'était féminin. C'est masculin. C'est masculin. C'est Voilà, masculin. c'est un aft. J'ai dit une aft tout à l'heure, c'est un aft. Qu'est-ce que c'est un aft? Une espèce d'ulcération. Alors je pense que tout le monde en a déjà eu quand même. Ça concerne les enfants, les adultes. Ce sont des petites ulcérations que l'on peut trouver au niveau de la bouche, qui sont bénignes en fait. Lorsque ça devient récurrent, ou lorsque ça prend une taille importante. Voilà, sur la photo, on le voit sur... Et bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bien sûr. Eh bien, en fait, ça nécessite des explorations un petit peu plus poussées. On les retrouve donc, bien sûr, au niveau à l'intérieur de la bouche, en fait. On peut avoir ça sur les gencives, sur les lèvres à l'intérieur, au niveau de la langue et tout ça. C'est très douloureux. Pourquoi c'est si douloureux? Quelle est l'explication pourquoi ça fait si mal alors que c'est si petit? En fait, à la base, c'est une ulcération qui vient d'une ischémie locale avec une thrombose. Et c'est la thrombose qui provoque une nécrose. Et cette nécrose qui est très douloureuse. Parce que ça arrive très vite en plus. Ça arrive très vite, c'est très bref. Et ça disparaît justement rapidement. La douleur disparaît en 3 jours, 3-5 jours. L'aft devrait disparaître en 5 à 10 jours et ça ne devrait pas dépasser 3 semaines. Sinon, on passe à une autre pathologie et il ne faut pas confondre justement l'aft avec quelque chose d'autre, d'autres ulcérations. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs favorisants qui on va dire de manière systématique, peuvent aboutir à l'arrivée de cet aft? Alors bien souvent, alors ça c'est plus ce qu'on va dire en fait des allergies alimentaires. Voilà. Il y a certains aliments en fait qui peuvent provoquer en fait des aftes, notamment des noix, des kiwis, des ananas, l'ananas, le fromage c'est aussi. variable. Hein. C'est variable et ça c'est vraiment. Chaque personne a son allergie en fait alimentaire ou C'est une hypersensibilité. Ça, c'est... Allergie ou hypersensibilité. D'accord. C'est pas tout à fait une allergie. On peut faire des tests allergiques et ne pas être positif à l'ananas. Mais ça peut provoquer, Mais ça ça peut hypersensibilise. déclencher en fait. Est-ce que c'est lié à l'acidité ou pas? Non. Pas forcément. Non. Justement, non. On verra dans les traitements que l'acidité peut justement cautériser ou cicatriser plus rapidement les aftes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bouche, c'est quand même un milieu de culture. Il y a plein de bactéries et tout ça. Il y a un équilibre. Et il y a des tas de choses qui peuvent déséquilibrer en fait cet équilibre. Notamment, en fait, parfois, lorsqu'on prend des antibiotiques, ça peut aussi déséquilibrer. Ou lorsqu'on peut avoir aussi un reflux gastrique. Alors voilà, les antibiotiques, ça peut déséquilibrer, ça développe un petit peu les champignons, qu'il ne faut pas forcément confondre avec les aftes. Effectivement, la flore buccale est intéressante dans la mesure où on a des champignons, des bactéries, etc. Et c'est le déséquilibre de cette flore, justement, quand on est acide au niveau de la bouche, qui peut provoquer un milieu florissant pour les champignons
qui peuvent eux-mêmes déséquilibrer et provoquer les petites nécroses. Les personnes qui ont très peu de salive, par exemple, sont plus sujettes à l'arrivée des aftes ou pas? Quand on a peu de salive, quand on a la bouche sèche, on a effectivement... Quand on a la bouche sèche, on a tendance à faire de petites blessures au niveau de la bouche, et ce sont les blessures qui provoquent justement les aftes. Oui. Quand on se mord, par exemple, quand on mange de traviole et clac, on se met un coup dans la joue, ça fait super mal. Est-ce que ça, c'est un facteur favorisant? C'est un facteur favorisant. Une morsure ou alors une petite dent qui titille, une prothèse dentaire mal adaptée qui titille. Les appareils dentaires aussi, je pense. Oui. Voilà. Tout ce qui peut blesser, les petites blessures sont effectivement des facteurs favorisants. Le stress est un facteur favorisant. La fatigue également. Les solutions, il y en a ou pas? Mais bien Autre sûr. que de se mettre une espèce de on n'arrive pas à la mettre. Il y en a. Il y a des remèdes de grand-mère déjà. Ouais, voilà. Pour une fois, on va parler des remèdes de grand-mère qui ont quand même une efficacité sur cette pathologie. Comme quoi, par exemple comme par exemple tout ce qui est administration de citron, bonbons au goût de citron et tout ça. On peut mettre un petit peu de citron, on peut faire des bains de bouche au bicarbonate, on prend le bicarbonate alimentaire, une petite cuillère dans un verre d'eau, on fait des bains de bouche au bicarbonate, ça marche très très bien. Il y en a même qui font des concoctions de verveine. Oui. Prendre la verveine, on fait des petites concoctions et on fait des bains de bouche à la verveine. C'est ce qui s'appelle tout à l'heure, le mot que j'arrivais pas à dire, c'est on alcalinise la bouche. Alors l'alcalinisation de la bouche est intéressante dans la mesure où on rétablit une flore, on rétablit effectivement un milieu propice à une bouche saine. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent déséquilibrer la bouche. Et alcaliniser la bouche est quelque chose qu'il faut faire régulièrement avec des bains de bouche au bicarbonate, par exemple. Ça, ce sont les traitements, les remèdes de grand-mère. Maintenant, qui sont forcément efficaces. Qui sont efficaces. On peut avoir également des traitements locaux. On peut utiliser des corticoïdes. Alors, ça existe des sticks de corticoïdes localement. Ah, ça, c'est quand c'est plus profond, les aftes un peu plus costauds? Non, les mêmes aftes pour diminuer les douleurs. On peut simplement utiliser ça. Les aftes géants, parce qu'il y a des petits aftes simples quelques millimètres, ou des aftes géants. Plus d'1 centimètre. Ceux-là, on peut être amené à faire des traitements par voie générale, avec de la cortisone à forte dose. Et il y a des traitements au long cours que l'on instaure au long cours pour les gens qui ont des aftes récurrents. Alors, les gens qui ont des aftes récurrents, on doit rechercher une pathologie. Il y a d'autres pathologies en fait. Quand il faut rechercher parfois des primo-infections HIV, des maladies, de maladies de Crohn, ça peut être un signal d'alerte en fait. Ça peut être un signal. Voilà. Dès qu'il y a des symptômes associés, des ganglions, de la fièvre ou quoi que ce soit, il faut consulter son médecin, voir l'ORL qui pratiquera peut-être une prise de sang, un examen plus généraliste, peut-être même des biopsies pour aller rechercher autre chose. Les biopsies sont faites simplement si ça dure au-delà de 3 semaines. Et s'il y a des signes d'induration, s'il y a des signes de non-régression. La régression est généralement spontanée. Tout ce qu'on met comme traitement, c'est des traitements symptomatiques, justement. Un bilan peut être réalisé si on a des récurrences fréquentes. Et puis, ma foi, voilà quoi. J'ai juste une dernière question là avant de vous quitter. Est-ce que le tabac provoque des aftes, nous demande Steve? Oui, c'est un facteur favorisant. C'est un facteur favorisant parce que ça déséquilibre la flore buccale et ça peut provoquer justement des petites nécroses, des ischémies locales qui provoquent cette nécrose, cette ischémie et des aftes. Très bien, merci beaucoup à toutes les deux. Anne-Sophie est là et elle a sûrement quelques réactions parce que je les vois passer sur Facebook notamment. On a quelques réactions, hein. D'ailleurs, Steve qui vient de poser la question sur le tabac, il nous dit que lui, il a remarqué que c'est en mangeant de l'emmental qu'il développe des aftes. On a Paquelbeau qui dit « Je préfère regarder les champignons en forêt plutôt que de regarder les champignons dans la bouche. » Et puis, on a Jérôme qui nous avait envoyé un petit mail. En fait, il souhaitait vous poser une question, Gladys, parce que il déclenche des aftes à peu près 5-6 fois par an et il se demande s'il faut aller consulter. Alors justement, oui, il faudrait. Alors 5-6 fois par an, il faut consulter. Généralement, jusqu'à 3 fois par an, on ne consulte pas. 5-6 fois par an, ça peut être totalement banal, mais il faudrait consulter pour lui faire un petit bilan sanguin. On peut rechercher tout simplement des carences en fer, des carences en vitamine B, des carences en folate. Enfin voilà, il fera un bilan sanguin classique. Se poser la question s'il a des ulcérations au niveau génital également, pour éliminer la maladie de Behçet. C'est une maladie, le nom est un petit peu barbare, mais c'est une maladie systémique simplement. Et donc ça se fait par justement un bilan sanguin et puis quelques tests. Et il y a des signes associés généralement. Se poser la question s'il a des signes oculaires, s'il a des signes articulaires, s'il a d'autres signes généraux. Généralement, c'est totalement isolé.
un aphte banal est isolé. La récurrence fait faire un bilan sanguin justement de principe et l'association a des signes des ulcérations génitales. C'est une vraie consultation en direct. Hein, voilà. Alors là, 10h10 sur France 3, bienvenue chez votre médecin. Merci Anne-Sophie, vous avez d'autres réactions? Voilà, et lui, il avait donné une petite astuce pour soulager, parce qu'il dit comme ça fait très très mal, il dit quand j'en ai, je prends un glaçon, je le mets directement dessus pour endormir la douleur. Alors ça se soigne pas, mais au moins ça calme la douleur. Voilà. Merci pour ces conseils, merci beaucoup. On a une petite photo qui est arrivée, Thibaut. J'ai le temps de vous la montrer. Petite photo qui est arrivée en direct de Compiègne, où c'est Marie-Christine qui nous dit le soleil a oublié de venir à Compiègne ce matin. Ah bah oui, ouais, mais il va pas tarder à arriver. Ça, c'est la météo qui le dit. Hein. Ça devrait pas tarder à arriver. Moi, j'avais juste une loulouse qui dit aussi on en attrape avec des tomates et du chewing-gum. Elle pose la question. J'imagine que oui, encore une fois, c'est ce qu'on disait. Absolument, ça dépend de chaque personne. En fait, c'est des hypersensibilités. Chacun a son aliment qui peut le perturber. Voilà. Merci Anne-Sophie. À tout de suite. On parle de photographie aérienne dans un instant. Merci à toutes les deux d'être venues. Direction l'extérieur. Maintenant, on rejoint Gontran à Terre des Gemmes. Avec Gontran, un message pour vous de Reynald qui nous suit et qui est fidèle à l'émission. Et merci beaucoup Reynald pour ce message. Il dit « J'adore ce reportage sur les moulins. Il n'y a pas à dire. 9h50, c'est génial tous les jours. » Bravo Gontran. C'est un bonheur. Merci à tous pour vos messages parce que je vous assure que les recevoir en plus en direct, c'est un vrai bonheur. Alors, bonjour à tous. On est toujours dans le moulin, le Steinmeulen, le moulin en pierre, en brique en réalité. Un moulin en Flandre, terre de Gemme. On est entre Dunkerque et Lille. Et regardez, hop, je suis devenu meunier grâce à mon ami Jeff. Donc là, il va mettre du grain dans la trémie, mais j'ai pitié de lui parce que normalement, c'est le sac qu'on met. Hein, je lui fais mettre qu'une pelle. Ah, non, c'est juste pas possible. Alors, c'est du blé que je viens de mettre dans la rue. Celui-là, du temps de votre père, le blé, il venait de la région ici. De la région. Aujourd'hui, celui-là, il vient de la Beauce parce que même si aujourd'hui on a beaucoup de soleil, globalement dans le nord, on l'a vu ces 2 derniers mois, c'est plus pluvieux. Oui. Voilà. Alors, j'ai mis le blé dans la trémie et ensuite, qu'est-ce qui se passe, Jeff? Ensuite, grâce ici à l'auger, vous voyez, l'auger il est secoué par la meule qui tourne et ça libère du grain. Très intéressant. C'est le fameux tic-tac du moulin. Alors, très intéressant. Alors, on va le voir tout de suite, le tic-tac du moulin. Oui. Voilà, ça, on l'avait vu rapidement tout à l'heure, mais c'est toujours bien de le revoir. Là, c'est bien parce que, comment je veux dire, au plus le moulin il tourne vite, au plus ça se coud, au meilleur va être le rendement. Et donc, du coup, j'imagine que un meunier, il travaille aussi à l'oreille. Quand il n'était pas directement dans le moulin, s'il entendait que c'est tac, 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 il disait oula, ça va trop fort. De toute façon, quand on tourne dans le moulin, où on est à proximité, on est toujours à proximité ou dans le moulin. Ça, c'est obligé. On peut mais quand même, parce qu'il y a la chanson ton moulin bat trop fort, c'est pas pour rien. C'est que si ça bat trop fort, ça peut être dangereux. Ça peut casser. Ouais. Alors, là, le blé, on l'a mis dans la trémie, ça fait tac-tac, ça tombe. Et en dessous, là, on la voit pas parce qu'elle est protégée par ce carter en bois. C'est la même meule qu'on voit ici. Ça, c'est la tournante ou la volante. Alors, ça, on va la remonter un peu et on va la mettre là-dessus. On va la faire entraîner par là. Alors, on a la tournante ou la volante et ça, c'est la gisante. Alors, on explique aux téléspectateurs. Ça et ça, c'est vraiment pour la partie touristique, pour que les gens voient la meule. Absolument. Normalement, tout se passe là-dedans. Donc, on rappelle, vous venez de l'expliquer, il y a toujours une meule fixe que vous appelez la dormante. Et celle qui est là. Qu'on va craboter là-dessus, qui va être la tournante ou la volante. Et c'est comme ça, le grain se glisse entre les deux. Et il va être par la force centrifuge, il vient contre la paroi. La paroi qui sont les archures. On va mettre ça tout le tour. Pour délimiter le périmètre. Et donc, évidemment, ce grain après, qui est broyé. Oui, alors il est broyé et la farine va dans le trou, là. Et ça va en bas, éventuellement dans les sacs. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. On poursuit notre petite balade. Non, je crois que nous, on doit faire ce tour par là, Jeff. Okay, on a vu ça avec notre ami Pascal à la caméra. Parce que, donc, cette farine, je vais vous laisser y aller parce que ce sera plus simple. Oui. Pascal va vous rejoindre de l'autre côté. On la voit, là. C'est ça qui est assez spectaculaire, la farine. Allez, donc ici, avec cette meule-là... Ah ouais, mais non, Jeff, ça va pas. Si vous vous mettez là, le cadreur, il pourra pas voir la farine. Voilà, restez de ce côté. Donc la farine va en bas et elle remonte pour être refroidie par les godets. Vous voyez? Donc, parce qu'elle est chaude. Oui, elle monte à 30-35. Pas trop, mais ça chauffe. Et ça va avoir tendance à coller au tissu quand on va la tamiser. Il faut la refroidir. Et donc ça donne? Donc ça monte, ça descend, et vous avez toujours un peu de farine qui s'en va dans le conduit en biais vers le tonneau. Pour aller vers en bas, vers la buterie. Bon. Ici, la farine elle est refroidie avant d'être tamisée directement. Alors elle va à la buterie, nous aussi? À la buterie, oui, elle y va. Allez. Donc on sépare le son de la farine en bleute. Hein, c'est la séparation du son.
de la Jeff, farine, faut venir là. du Hop, sang, oui. voilà. Allez, on peut parler en marchant, hein, c'est pas un problème. C'est l'habitude dans cette émission, Jeff. Donc Oui. la farine va à la bluterie. Alors, encore une fois, on va avoir besoin de quelques images pour couvrir notre descente de l'escalier. On reparlera de la bluterie juste après. Mais les images qu'on va voir pendant que Jeff descend l'escalier, ce sont des photos de ces magnifiques moulins de Flandre que j'ai récupérés sur un site internet, un blog qui s'appelle Les Moulins du Nord, canalblog.com. Et ces moulins, il y en avait énormément. Tout à l'heure, on disait qu'à Terre de Game, il y en a 4 aujourd'hui. Il y a, du temps de votre père, il y en avait beaucoup plus que ça. Il faut être précis, il y en a 2. Les moulins qu'on voit dans la région, ici, il y en a 2. Tout proche, hein. On a 2 sur Terre de Game et 2 sur Steinvord. D'accord. Et comme vous dites, à l'origine, il y avait 22 moulins sur la colline de Cassel, sur le versant sud, là, 22 moulins. Et pratiquement, bien sûr, tous des moulins en bois, à l'époque, avec des moulins en bois, et la plupart faisaient de l'huile. Ah d'accord, c'était pas de la farine à l'époque. Non, la plupart faisaient de l'huile. D'accord. Et par le vent dominant d'ouest, on entendait les moulins tournaient parce que ça tournait presque jour et nuit, hein, ces moulins-là. Alors ici, votre père, lui, c'est la farine qu'il faisait, on la voit. Donc vous nous Oui. disiez, elle s'est broyée, elle Oui, est descendue elle va venir ici, et elle est refroidie par la courroie à godet que vous avez vue, là. Oui. Et après, elle s'en va dans la bluterie. Vas-y, Michel. Alors la fameuse Voilà. bluterie. Donc ça, c'est assez spectaculaire. Bien sûr, c'est fermé. C'est pour montrer comment que ça va. La farine se trouve à l'intérieur. La maille ici, très fine. Et Donc- tout ce qu'on va y passer au travers, amené par la belle vis 120, c'est de la farine blanche. La farine blanche, c'est celle qui est la plus fine. Là, c'est de la T45 pour ceux qui font leurs courses au T45. supermarché, c'est écrit dessus. C'est celle qu'on utilise pour faire de la pâtisserie. Pâtisserie, oui. Après, vous avez la maille. La maille, elle est plus grosse, là, vous voyez. Oui, Et tout à tout fait. ce qui va passer au travers, il y a des petites fines particules de son qui passent au travers, vous voyez. Là, elle est déjà plus grossière, on dirait. Oui, Ça, oui, c'est de la on voit farine bien pour la faire différence, hein. du pain Ça, complet c'est pour faire du pain de campagne. D'accord. Ou des crêpes. ou des crêpes. Ah oui, c'est Hein, bon ça. c'est ça surtout. Voilà. Et puis, et on va terminer par là, il y a un résidu. Il y a un résidu, C'est c'est... sûr, ça c'est la plure. Pendant la peau du blé qui est le son. Hein, et chez vous, c'est un spectacle, attention, jeu de mots, ta, son et lumière Oui, avec tout la à fait, fenêtre. Voilà. Pourtant, on appelle ça le son, ça fait pas de bruit. Mais enfin, on peut en faire un son et lumière avec Et ça. ce son, rapidement, il servait Bah, on à va donner nourrir ça manger aux animaux. les animaux. Et il y a des boulangers qui font du pain au son. Ils vont remélanger 15% de sang avec 85% de farine. Bon, Ils vont merci faire un Jeff. pain au son. Je suis obligé de vous couper parce qu'en régie, ils nous attendent. Bon, bah merci. On en a encore plein d'autres, des Vous me laissez en explications. entier, quand même, hein. Bon. Vous de vous couper. Non. Non, on vous garde en entier, Jeff. On a besoin de vous au corps jusqu'à la fin de l'émission. Allez, Thibaut, à tout de suite. À tout de suite, Gautran. Gautran, est-ce que vous n'êtes pas fait la même remarque? Depuis tout à l'heure, on se dit, mais cette voix nous fait penser à quelque chose. Et on est tous d'accord pour dire, on a l'impression que c'est Bugs Bunny qui parle. Alors même, Vous trouvez pas? Ah bon? Alors, c'est vrai que j'avais pas marqué, maintenant que vous le dites, Jeff, il paraît que vous avez la voix de Bugs Bunny. ah bon. Il y a même un miroir, vous voyez. Ah ouais, bah oui, il faut ça hein, pour une star comme vous. Allez, à tout de suite. Allez, à Thibaut. tout de suite. On se retrouve dans un instant. Merci beaucoup, Gontran. On va parler d'un livre maintenant. Tadam! Absolument magnifique. Les Hauts-de-France, le paysage design des Hauts-de-France, mais vu du ciel. Et oui, voilà, c'est une recette qui fonctionne et qui est systématiquement récompensée par sa beauté. Odile, merci de nous présenter Philippe Frutier qui est avec vous et qui aime bien passer son temps dans un ULM pour prendre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais vue du ciel. Hein. Oui, tout à fait. Il a pris de la hauteur, mais surtout parce qu'il a réuni ses deux passions. La passion de voler en ULM et autres, et surtout la passion de sa photographie. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les contacts qu'on a eus avant et tout sur ce livre, c'est que l'agriculture, c'est un véritable patchwork. Quand les paysages, c'est du patchwork, mais ce qui sont sculptés par l'agriculture. Dans ce livre-là, on le voit bien. C'est vraiment... on est ébahi depuis toutes ces photos et en plus, la passion de la photo, la passion du vol, c'est l'ULM et on prend de la hauteur aujourd'hui. Voilà. Exactement. Bonjour Philippe, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes venu en avion jusqu'à France 3 ce matin? Non, je suis pas venu en avion, il y avait un peu de brouillard. Donc, Vous avez déjà voilà. survolé France 3 ici avec votre ULM ou pas? Alors, pas en ULM, parce qu'on ne peut pas survoler les villes en ULM, on survole en avion Alors, les grandes À agglomérations. peine votre livre ouvert, regardez, hein, on est derrière la couverture est là. Ouais. Allez-y avec la petite caméra, je vais montrer, regardez, on ouvre et là, tac, on a tout de suite compris à quoi on va s'attendre tout au long de ce livre. C'est vraiment de la géométrie naturelle. Hein. Ouais, en fait, il suffit de regarder. Moi, j'ai aucun mérite parce que ce sont les agriculteurs qui font ce travail-là, sans toujours s'en rendre compte d'ailleurs. Mais ouais, c'est de la géométrie, c'est quelquefois moins organisé, mais c'est toujours. Il suffit de regarder, quoi. Il suffit d'être curieux pour découvrir effectivement toute cette variété.
On va voir vraiment... quelques images pour illustrer votre propos, des images qui vont passer à l'écran, hein, forcément. C'est mieux, les photos du livre. Comment vous organisez vos tournées? Parce que j'imagine qu'il y a tellement de surface à couvrir, tellement de surface à voler. Comment est-ce que vous dites, tiens, là, je vais aller là, tiens, je vais aller voir ça? Est-ce que vous vous renseignez d'abord de ce qui se passe au sol avant d'aller en l'air? Alors, bien souvent, quand on fait un bouquin comme ça, il y a des vedettes. Il y a des choses qu'on va photographier, comme le Mare de Marois, comme les ortillonnages, comme l'Avesnois, le bocage de l'Avesnois. Et puis, ensuite sortent, bien souvent, la plupart des photos qui sortent de ces pérégrinations, ce sont des rencontres fortuites. Ce sont des choses, je ne savais pas que j'allais photographier ça avant de décoller le matin. Ouais. Hein. C'est-à-dire qu'en allant à un endroit, voilà. vous survolez, vous dites ça vaut le coup ça. Ben voilà, ouais. Puis je fais l'école buissonnière, je fais le vol buissonnier plutôt. C'est vrai que je pense qu'on peut me reconnaître quand je suis en l'air parce que je suis un des seuls avions certainement qui va pas droit, quoi, qui est toujours d'un point à un autre. Vous buvez que de l'eau, on est d'accord? Oui, je ne bois que de l'eau. On ne boit que de l'eau en volant. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous émerveille le plus? C'est la surprise, c'est les couleurs, c'est la richesse de notre patrimoine agricole, c'est l'architecture, c'est la nature, c'est la variété. C'est la variété. On est dans une région d'une variété incroyable au niveau des paysages. Moi, je suis un fils d'agriculteur, donc j'ai eu envie aussi de mettre ça en valeur, parce que je sais que bien souvent, les agriculteurs, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas cette vision-là des choses. Et quand on est là-haut, c'est quand même une position privilégiée. Et il y a une variété incroyable, et puis ça change tout le temps, quoi, au fur et à mesure des saisons, des cultures, du type de paysage. On a du bocage, on a de la grande plaine. Bien souvent, les gens s'imaginent que l'agriculture dans les Hauts-de-France, c'est de la grande plaine. Hein, souvent, c'est pas le cas. C'est l'image. Regardez, au pif, je mets page 154 et 155, on a ce paysage avec ce chemin là, c'est une rivière, c'est un ruisseau, autour, effectivement. Et puis juste à côté, clac, on a une forêt hyper colorée à l'automne, et juste dessous, effectivement, on a un champ de plaine avec les ballots de paille. Voilà. C'est beau. Odile, ça fait partie de la ruralité heureuse qu'on aime voir. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on parle d'agriculture et de campagne, on a souvent les pieds bien dans la terre. Là, c'est les bottes qui s'envoient en l'air, finalement. Oui, mais je trouve que... Pardon, avec ça en magasin. Là. En fait, moi, ce qui m'a intéressé dans ce thème, c'est cette diversité de paysages, mais surtout cette découverte de... Ben voilà, on a un territoire qui est divers, et il faut savoir le regarder. On a les randonneurs qui aussi savent apprécier parce qu'on va doucement. Mais là, moi, tout à l'heure, je demandais à Philippe, je dis, mais est-ce que ça vous arrive d'oublier d'atterrir? Parce qu'on voit tellement de belles choses que réellement, c'est tellement joli. Et on a des successions de paysages, mais qui passent d'un seul coup, ça change. Mais c'est beau, c'est beau. Vous atterrissez où d'ailleurs? Vous décollez et atterrissez où? Alors, ma base, c'est Arras. C'est le petit aérodrome de Roclincourt, exactement. Mais bon, voilà, on peut atterrir. Vous n'oubliez pas de rentrer quand même. Ben oui, alors c'est vrai que parfois il faut pas oublier d'avoir l'œil sur la jauge de carburant parce qu'on est tellement pris par l'image. Le temps d'aller voir Anne-Sophie, j'ai une question de Anne qui demande quel est votre coin de région préféré? Alors, bon, c'est difficile de répondre à cette question, on me la pose souvent. Puis je fais des jaloux, forcément. Oui. Mais alors, je pense que c'est le Mare de Marois, quand même. D'accord. Avec les marais et tout ça. Ouais. Parce que c'est vraiment une région qui est entre la sculpture, justement, des paysages par le travail de l'homme et la nature qui est encore très, très présente. Et il y a un équilibre qui s'est fait sur ce territoire. D'accord, très bien. Allez, on va aller voir Anne-Sophie, justement, qui a plein de questions sûrement à vous poser, Anne-Sophie. Plein de questions, mais j'ai pas beaucoup de temps pour poser toutes les questions qui sont arrivées sur notre boîte mail. Donc, j'ai d'abord une première question de Léo qui se demande combien d'heures de vol vous avez au compteur. Ah ben, ça se voit d'ailleurs, j'en suis à 4800 heures de vol à peu près, à quelques heures près. Voilà. Sur les Hauts-de-France? Sur les Hauts-de-France, bon, j'ai voyagé un petit peu aussi. J'ai fait un aller-retour au Sénégal en ULM. Je suis allé régulièrement en Corse. Voilà. J'ai vu d'autres territoires et je peux comparer, justement. Vous avez jamais de problème d'avion, vous, dans les aéroports, à Roissy, Orly, tout ça? Il y a une réglementation quand même. On peut pas. Je vais pas me poser à Roissy. Oui, non. Oui. Voilà.
Après, j'avais une petite question d'un autre téléspectateur qui est un peu branché nouvelles technologies et il se demande si vous ne craignez pas que les drones, un jour, fassent disparaître des talents comme le vôtre. Alors, on me pose souvent cette question. Alors, je travaille aussi en drone. Hein. J'ai aussi un drone avec lequel je fais plus de la vidéo que de la photo. Mais on ne fait pas la même chose. Faire un bouquin comme ça avec un drone, ça serait très difficile parce que, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas ce que je vais photographier c'est la surprise. avant de décoller. Et donc, un drone, on est sur une place, on décolle, on fait la photo à la limite de ce qu'on sait, quoi, en fait. Hein. Merci beaucoup. On peut trouver votre livre où? Alors, donc, Cécile, je relève, ce livre, il a été fait en collaboration avec une coopérative agricole qui s'appelle Unéal. Et donc, il se trouve principalement dans les magasins gamme vert. Très bien. Eh ben voilà. Le nom est passé, Cécile, pour avoir la réponse à votre question. C'est dit. Voilà, merci Anne-Sophie. On se retrouve dans un instant pour parler de la génération tablette avec le lycée Paul Claudel de Laon. Mais en attendant, direction Terre des Games. J'arrive jamais à me souvenir du nom. Terre des Games avec Gontran. Allez Gontran, c'est parti pour la dernière visite avec Bugs Bunny à vos côtés. Ouais, mais il va aller tout seul. Ah, il va aller tout seul. Moi, ouais, c'est fait pour ça. Il y a l'arbre à cam derrière. Hein. Donc là, vous voyez comme c'est conique, on presse. Et c'est quoi ça? C'est quoi? Ça, on presse, on presse la pâte qu'on a faite. Donc on a écrasé des oléagineux, du colza, avec les meules. Attends, tu vas un peu vite. On va expliquer aux téléspectateurs où on est. On est tout en bas du moulin là. Oui. Je te tutoie. Non, on est à l'antenne. Je vous vois, Jeff. Alors, donc ça, on va le projeter. Parce que le moulin de votre père, il y a longtemps, il produisait de l'huile, vous l'avez dit en début d'émission. On faisait de l'huile aussi. On faisait les deux, farine et huile. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment. Vous avez reconstitué ce mécanisme. Il n'y avait plus rien. Avec un moteur. Et puis la meule, aujourd'hui, c'est une reproduction qui est en ciment, en béton. C'était de la pierre naturelle, c'était du granit de vire. Mais aujourd'hui, ça permet de comprendre. Simplement faire une démonstration. Allez, je vais essayer, je me permets. Ouais, ça va aller, c'est facile à faire, je vais te laisser faire. Ah, mais je suis tellement doué pour ça, je pourrais devenir meunier. Voilà. J'ai le geste. Avec ces meules, on écrase, on a de la pâte et on la récupère, cette pâte, qu'on va mettre dans l'étui en jute, qu'on appelle l'étrindelle. On appelle ça une étrindelle. À Lille, il y a la rue l'étrindelle d'ailleurs. D'accord. Cette étrindelle, on va la mettre dans la presse là. Ouais. C'était ce qu'on faisait, c'est la presse. Voilà. Et de ça, on extrait ceci. Ouais. Voilà, on a de l'huile. De l'huile. Alors là, c'était du colza que j'ai lancé. Hein. C'était l'huile la plus traditionnelle dans le. Là, le colza. Hein. Il y avait les deux. Hein. Allez, un dernier coup, puis on va poursuivre notre balade. Merci. Allez. Donc là, je vais le. Ouais. Jeff. Okay. On va poursuivre. On peut pas l'arrêter. Il est. Allez, super. Allez, on poursuit la balade. Donc là, on a découvert que chez vous, on faisait aussi de l'huile, d'oléagineux, bien sûr, pas de l'huile, quoi. Hein. Oui. Et puis, on voulait juste faire une petite pause en sortant du moulin. Regardez avec Michel. Michel, il est guide chez vous. Oui, donc là, il fait une manœuvre de. Il met le toit, les ailes dans le vent. Ah oui, parce que forcément, il faut être dans le bon sens, sinon ça marche pas. Bah oui, bien sûr. On voit les ailes qui sont là au-dessus. Tac. Et quoi, c'est que la tête est rotative, c'est ça? Oui, c'est le toit qui tourne ici. Et ainsi, on l'oriente grâce au treuil. Là. Mais c'était un travail de forçat que faisait votre père, c'est incroyable. Ah bon. Parce qu'il était tout seul dans le moulin, il devait faire ça, il devait être là-haut. Oui. Merci Michel. Merci pour la démonstration. Allez, on poursuit notre balade. Votre père, il a travaillé combien d'années dans ce moulin? Bah de 38 à 85. Hein, donc 50 ans, un peu moins de 50 ans. Oui. Et c'était lever des sacs de combien de kilos de farine? 80-100 kilos. 80-100 kilos. Ça paraît surréaliste aujourd'hui. Et il livrait de la farine chez le boulanger. C'est lui qui portait les sacs en haut. Désolé, c'est pas le boulanger, c'est lui. Hein, il les mettait... Oui, jusqu'au grenier du boulanger. Non, on ne dira pas que les boulangers sont des feignants. Ah non, c'est pas ça. Alors, je me permets, je suis très très fort. Je crois que vos parents s'appelaient Michel et Clara. Oui, bien. Eh ouais, c'est écrit dessus. Parce que cette petite maisonnée qui est au pied du moulin, c'était la maison de vos parents. Et c'est là, je suis né là, au pied du moulin. Vous êtes né là dans la maison. Là. Allez, on va rentrer parce que vous en avez fait un petit musée. Voilà, regardez. Là, vous avez reconstitué une maison des années 20, 30. À l'époque où ils sont venus, vers 1930, hein, voilà. C'est un peu le style de cette époque-là. Hein. Donc on a reconstitué tout ça avec mes parents en automate. Voilà, les gigotos. Oui, les gigotos, parce qu'il y a un copain à moi, Bruno, qui était à Esquelbec, qui fait des marionnettes, enfin des automates. Des automates comme ça. Et donc voilà, oui, là on l'a pas allumé, mais normalement, ça bouge un petit peu. Ça, c'est ma maman. Et puis, ma maman, elle fait du tricot. Et voilà. Et donc, ils habitent. Il y a une photo là-bas, c'est votre père qui a une photo?
Oui. Attendez, je vais la chercher. Ouais. On va rendre hommage à votre père. Comment il s'appelait votre papa? Michel. Ah bah oui, je suis bête, c'est moi. Et il y a encore une belle photo là-bas. Voilà, on lui rend hommage. Un joueur de trompette, en plus d'être meunier. Et voilà. Oui, parce qu'il fallait du souffle. Hein. Avec ça lui donnait du souffle. Absolument. Alors, vous le disiez tout à l'heure, un instrument avant, la trompette. Bien sûr. Oh. Ah. Ça boue, hein. Elle est bonne, ça. Oui, c'est ça. Avec vous, on est à fond. Alors, rapidement, là, aujourd'hui, il y a une petite pièce. Aujourd'hui, vous en avez fait une cuisine symbole. Oui. Mais il y a... Venez avec nous. C'était la chambre. C'était la chambre. Et là, là, on le voit pas, mais derrière cette porte, c'est le moulin. C'est le moulin. Alors, la première chose que j'ai vue quand je suis né, c'est le moulin. Vous êtes sorti, là, j'ai vu le moulin là, par la fenêtre, et après, ma mère, elle m'a retourné, j'ai vu ma mère. Parce que j'avais une petite soif ou une petite faim, bien sûr. Hein, bien sûr. Donc, finalement, ce moulin, il a partagé votre vie depuis la première seconde. Ouais. Bah, dis donc. Quelle belle histoire. Et quelle belle vie. Ah oui, c'est vrai. Merci, Jeff. On se retrouve dans quelques minutes pour le mot de la fin, ici au moulin de Terre de Gamme. À tout de suite, Thibaut. Il est génial, votre invité, Gontran. On a envie de faire 3 heures d'émission avec lui, rien qu'avec lui. On se retrouve dans un instant à la fin de cette émission pour le au revoir. Parlons maintenant du numérique, génération tablette, c'est maintenant dans cette émission. Comment les tablettes se sont invitées dans le programme scolaire. Exemple à Laon, au lycée Paul Claudel, avec Denis Didier, qui est prof de SVT, Sciences de la vie et de la Terre, qui s'est dit, attendez, aujourd'hui tout le monde a un écran dans les mains, les ados encore plus, donc il n'y a pas de raison de les exclure de ça pour le circuit scolaire et pour les cours, notamment de SVT. Vous êtes avec nous, Denis, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes accompagné de Célia, qui est élève de seconde, qui évidemment est favorable au projet, parce qu'une tablette dans les mains, on l'a tous, mais même moi, même notre génération à nous, on est complètement drogués par ça. Pour vous, c'était une évidence d'avoir les tablettes en cours. Oui, bien sûr. Vous l'avez dit, l'outil est générationnel et il apporte de multiples avantages. Il est ultra mobile, ultra portable, très simple d'utilisation. On a peu ou pas de temps d'apprentissage. Les élèves sont tout de suite capables de fabriquer des contenus. La prise en main est très simple. Il est peu plantogène. Donc ça, c'est quand même intéressant en termes de maintenance. Et moi, je le compare à un couteau suisse, puisqu'on a des appareils photo, micro, la capacité de le transformer très rapidement en un livre numérique, en un TBI, etc. Alors Célia, quand on t'a dit que tu allais intégrer une classe avec une tablette, tranquille. Ouais, j'étais contente quand même. C'était quoi l'intérêt la différence entre avant et après, on va dire? Maintenant, avec la tablette, dès qu'on a une recherche à faire, on peut aller sur Internet directement. Quand on fait des travaux pratiques, on peut prendre en photo ce qu'on fait et les intégrer dans notre cours. Donc c'est plus personnalisé. On va voir quelques images pour illustrer ce propos-là. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple à utiliser de manière quotidienne. C'est vrai qu'il y a une aisance beaucoup plus simple à utiliser une tablette. Là, on voit en cours, ça se passe tout le temps comme ça. Je veux dire, c'est hyper ludique. On gagne du temps ou pas? Oui. Ouais. La tablette va beaucoup plus vite. Là, du coup, par exemple, il se passe quoi? On prend en photo et on essaie de comprendre avec des schémas ça remplace le schéma au tableau, en fait, c'est ça? Oui. C'est là, la réalisation qu'on voit à l'image, Denis, c'est exactement ce que vous imaginiez, c'est-à-dire l'usage ludique de la tablette? Oui, là on est vraiment, alors moi j'enseigne, vous le voyez, les sciences de la vie et de la Terre, et on est vraiment dans ce que dans ce que je prévoyais, c'est-à-dire que on travaille beaucoup la démarche expérimentale, et la trace écrite, elle a besoin d'être contextualisée. Là, on s'éloigne de la photocopie que tout le monde va avoir. Chaque élève va prendre un cheminement particulier dans sa réflexion. Il va mettre des postulats, il va faire différentes expériences et il va pouvoir justement se faire sa propre trace écrite qui sera vraiment le reflet de ce qu'il aura fait en classe. Donc, pour nous, c'est vraiment très important et très intéressant d'avoir cet outil. Ces tablettes, concrètement, vous les gardez quand? Vous les gardez juste pour le cours ou vous les gardez chez vous toute la journée ou c'est quoi on les garde jusque chez nous, c'est juste à la fin de l'année qu'il faudra qu'on les rende. Mais sinon, quand on est chez soi, on peut toujours s'en servir pour les cours. Pour le moment, c'est que la SVT ou ça a tendance à se développer aussi sur d'autres matières et l'usage de la tablette pour d'autres matières de manière personnelle? Non, on s'en sert aussi en français, en mathématiques, en physique, dans beaucoup de matières. Ouais. L'usage entre la tablette et alors là, on va prendre un exemple. Tiens, par exemple, d'une photo que vous avez prise avec je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, c'est quoi? Des cellules d'épiderme d'oignon. Voilà. En fait, l'intérêt, c'est que là, vous avez pris une photo d'un résultat de microscope et en fait, l'intérêt, c'est que vous notez
où les élèves notent un peu ce qu'ils voient. Ça fait un truc propre, ça fait un schéma. Ça remplace finalement un peu le tableau noir. Est-ce que c'est voué à supprimer totalement le tableau noir de l'école et les cahiers de manière générale pour vous? Alors, à supprimer, je ne sais pas, hein, ça reste un objet séculaire, le tableau. C'est quelque chose qui est un fondement. Mais là, l'exemple est, je pense, pertinent, puisque un élève fait une bonne préparation, obtient une bonne qualité d'image, et on veut mutualiser. Donc, il a juste à prendre sa tablette, prendre une photo, et quelques secondes après, il peut l'envoyer au tableau, puisqu'on a un système de recopie vidéo sans fil. Ah oui. Et on peut ensuite, alors là, on voit par exemple... on peut ensuite en parler avec la classe et montrer de façon collective tout ce que l'on peut tirer d'une image. Pour terminer, Célia, est-ce que le fait d'utiliser cette tablette, ça donne encore plus envie d'aller à ces cours-là, par exemple, qu'avant, par exemple? Moi, je trouve que oui, parce que la tablette, on s'en sert chez soi, donc c'est plus pratique. On a l'habitude de s'en servir. Mmh. Et ça permet de s'envoyer des mots entre nous, discretos, en cours ou pas? Non. Ah, allez. Merci beaucoup, merci. C'est quelques questions avec Anne-Sophie qui nous regarde et qui elle aussi a sa tablette et qui elle aussi est hyper branchée numérique. Oui, moi j'ai quelques petites réflexions à propos des générations tablettes au lycée. En fait, on nous envoyait un petit mail pour dire que ça va un petit peu changer la manière d'exercer des enseignants. C'est-à-dire que de transmetteur de savoir, l'enseignant va se transformer en plus en transmetteur de compétences avec les tablettes. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais voilà. Après, j'ai une maman qui me dit c'est génial les tablettes ou les écrans parce son fils est dans un collège où il n'y a plus de tableau noir, vous voyez. Et en fait, elle me dit, le regard de mon fils a changé sur son bahut de cette là. Pour lui, l'école est redevenue intéressante et très moderne. Donc, c'est vrai qu'il faut s'y mettre. Et j'ai une petite anecdote qui va vous faire sourire pour terminer. Anecdote véridique d'un directeur d'université catholique de Lille, voilà, pour ne pas le citer, qui lors d'un cours faisait comme ça en université, citait des références. Et à un moment, un de ses élèves lui dit non, vous êtes trompé, j'ai vérifié sur Internet, c'est pas les bonnes données. Et il me dit voilà, c'est aussi le risque, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir un élève qui en plein cours nous dit non, c'est pas bon, j'ai regardé sur Internet. Voilà. C'est ça le numérique, merci beaucoup. Voilà, c'est comme ça. Pour toutes ces réactions en direct. On passe à demain. Oui, les thèmes de demain. Rendez-vous demain. On y va. Végétariens et végétaliens, eh bien soyez au rendez-vous de 9h50 le matin. Ce sera le thème de notre rubrique diététique. En psycho, nous parlerons de la parentalité positive. Et puis la Transb, ça approche. On s'inscrit bientôt. Alors vous saurez tout demain dans 9h50 le matin. Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie. Anne-Sophie qui sera la première inscrite à la Transb. On en parle demain avec Denis Courtois, notre invité. Merci beaucoup Anne-Sophie. À demain. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau et bon courage pour les cours avec la tablette du côté de Laon. Un petit coup d'œil sur la météo avant de se dire au revoir. Une météo qui est compliquée encore une fois. S'il y a un petit dégradé nuageux du nord au sud cet après-midi, plus on ira vers le sud, bizarrement, et moins il y aura de soleil. En tout cas, la masse nuageuse et humide avec quelques petites gouttes possibles ici et là remonte à la mi-journée. Les températures restent douces entre 9 et 11 degrés pour les maximales en ce mardi après-midi. C'est plutôt tranquille. Voilà, au niveau de la météo, c'est ciel bas. Toujours un petit peu de vent et des températures plutôt douces. Le mot de la fin avec Gontran et son invité exceptionnel. Et ben voilà, c'est le mot de la fin. On est avec l'ami Jeff devant le Sten Meulen. On va voir quelques images parce que du musée que vous proposez aussi aux visiteurs, qui est juste derrière la maison de vos parents. C'est un musée avec de la vie du début du XXe siècle. Oui, musée rural avec tous les, du temps passé, tous les métiers du temps passé. Avec des vieux tracteurs, des choses comme ça. Pour très important, la machine à vapeur qui est en état de marche. À découvrir. Oui. Et alors, les horaires pour venir visiter? 9h, 12h, 14h, 18h. Quel Ouvert jour? tous les jours, sauf le dernier dimanche du mois. Et le lundi, nous sommes fermés. Bon, rassurez-vous, si vous n'avez pas eu le temps de tout écouter, il y a un site internet. www.stenmeulen.com. Voilà, ça s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jeff pour cette belle visite de votre moulin. Demain, 9h50 le matin, seront dans l'Oise. Nous irons à Molien pour vous faire découvrir une usine qui fabrique depuis 150 ans du textile et depuis une cinquantaine d'années des chaussettes très très célèbres. Vous allez voir. Comment on dit au revoir en flamand? En flamand de par ici, c'est un orstekeer ou en néerlandais, toute morgen. Eh ben voilà. Allez, à demain. Salut à tous. Rien compris. Merci beaucoup, Gontran. Et juste le moulin, il tourne naturellement derrière ou vous l'avez toujours poussé? Parce que j'ai l'impression qu'il va vite là. Non.
Non, là, je crois que c'est Michel qui a donné un petit coup, là. Ah, Là, je crois que le vent nous a pas aidé aujourd'hui. Mais apparemment, hier, ça soufflait pas mal. Il a même été obligé de le stopper un peu. Voilà, Allez. c'est ça. C'est la nature. Merci beaucoup, merci Gontran. Et vous retrouverez le meilleur de Gontran avec son invité ce soir, évidemment, dans les journaux de Picardie et de Nord-Pas-de-Calais. Dans un instant, c'est Vous êtes formidable avec Virginie Demange. Aujourd'hui, ça va causer tattoo. Bonjour Virginie. Exactement Thibaut, bonjour à vous. Je reçois ce matin la plus belle femme tatouée des Hauts-de-France. Elle a été élue Ink Girl. C'est un peu comme une élection de Miss mais différent. C'est pour casser les codes justement des Miss et montrer qu'on peut être tatouée et très féminine. On vous emmènera visiter le musée de la piscine de Roubaix. On vous présentera un petit garçon extraordinaire élu enfant de l'année 2017 par Mon Quotidien. Enfin bref, un très beau programme dans Vous êtes formidable dans quelques minutes. Et je vous dis Todzins, ça veut dire à bientôt, à tout à l'heure. Ça veut dire à tout de suite. Donc juste après les génériques, merci beaucoup Virginie. Vous êtes formidable dans un instant à suivre évidemment sur les réseaux sociaux et à la télé. N'hésitez pas à poser vos questions et à intervenir demain. On parlera de la Transbaie sur ce plateau. Si vous êtes chaud et motivé pour participer à cette course au milieu de la baie de Somme, eh bien c'est le moment de nous suivre parce que le début des inscriptions c'est maintenant. Passez une excellente journée. On se retrouve demain à 9h50. Merci à tous de nous avoir suivis sur Facebook et à la télé. À demain.